En Côte d'Ivoire, l'année 2017 sera certainement placée sous le sceau de turbulences sécuritaires. En janvier, puis en mai, plusieurs casernes du pays ont été secouées par des mutineries d'anciens rebelles intégrés à l'armée. Leurs revendications étaient claires, des primes à eux promis de longue date. On croyait ce feuilleton sécuritaire terminé avec le paiement des primes dues quand un nouvel épisode s'est signalé par la découverte d'une cache d'armes toujours en mai lors de la mutinerie de Bouaké. Bouaké, une ville qui revêt une importance capitale dans la crise qui a frappé la Côte d'Ivoire, car fief de l'ancienne rébellion des années 2000 qui contrôlait la moitié nord du pays avec comme chef un certain Guillaume Kibafori Soro. Et c'est dans une demeure qui, avec toutes les précautions d'usage, appartiendrait à Souleymane Kamagaté Koné, chef du protocole du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, que les armes ont été découvertes. L'homme a été inculpé de complot contre l'autorité de l'État et écroué lundi après une énième audition. La réaction du président de l'Assemblée nationale ne s'est pas fait attendre. Il apporte son soutien à la famille de son collaborateur, appelle les Ivoiriens au calme et à la sérénité et espère que la justice fera librement son travail. Propos de Moussa Touré, porte-parole de Guillaume Soro. Côte d'Ivoire, Souleymane Kamagaté Koné écroué pour complot. Pour quelles conséquences sur le processus de paix et de réconciliation? Ce sera notre débat du jour sur Angle de Vue, votre émission qui permet un regard sur l'actualité en cours sur le continent africain. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Nos invités, sans plus tarder, ce sera juste après ceci. Aimé Tiefa, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement. Face à vous, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Messieurs, merci d'être sur ce plateau. On savait, une enquête en cours, les premiers éléments sont divulgués. Souleymane Kamagaté a été inculpé de complot. Aimé Tiefa. Merci. Je voudrais dire que la Côte d'Ivoire, disons, depuis 2001, est dans une situation extrêmement grave. Une situation grave au regard des faits antérieurs et au regard de tout ce qui est en train d'être survenu. Et puis, si on pouvait prendre la peine de construire différents scénarios, de les croiser les uns aux autres, certainement l'avenir n'augure pas de tout ce qui serait bien pour ce pays, qui, de mon point de vue, en Afrique de l'Ouest, devrait se présenter comme le pays moteur qui devrait tirer les autres pays de l'avant et vers le développement. En fait, nous sommes dans un dossier suffisamment complexe où il faut savoir manipuler les décisions de justice, manipuler les paroles, manipuler les prises de décision et suffisamment mûrir toutes les actions et tous les actes avant de les poser. Est-ce que cela est fait? Au regard de ce que nous voyons aujourd'hui, je ne saurais répondre en tout détachement oui. Parce que la Côte d'Ivoire, jusqu'à l'heure où je vous parle, est comme une poudrière. Vous savez bien, quand on est sur une poudrière, il est interdit de manipuler tout ce qui est incandescent. Et ce qui se manipule pourrait faire venir le feu. Si nous nous en tenons à à tout ce qu'on savait par le passé de ce pays, disons, depuis 2008-2001, où le coup d'État du général Key. Donc, je crois que on est dans une situation extrêmement complexe et il faut faire attention, surtout aux moindres détails. Voilà, cette affaire de découverte de cache d'armes est une autre affaire sensible, on va le dire comme ça, pour cette année 2017. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, Coach Pouillon, cette multiplicité des affaires, notamment sécuritaires, pour cette année? Je vous ai déjà dit que je ne crains pas des troubles, je ne crains pas des guerres, je ne crains pas des affrontements. Mais ce que je crains en Côte d'Ivoire, c'est que les actions d'Alassane Ouattara pour le développement du pays ne puissent pas porter et que soient toujours perturbées. Et par rapport à ça, je voudrais, avant de répondre à la question, dire que moi, bon, je le dis, je l'avoue carrément, je suis un admirateur du président Alassane Ouattara. J'aime les intellectuels qui travaillent, qui développent et tout ça. Mais je voudrais dire direct là au président, c'est pas bon. C'est pas bon. Cette façon de régler les problèmes, c'est pas bon. C'est pas bon aussi parce que
les pro-Gbagbo, on les a ignorés. On est en train de créer encore un deuxième front, c'est le front Soro. Je crois que la Côte d'Ivoire a besoin qu'on s'élève au-dessus des intérêts partisans, des intérêts ceci et cela. Thomas Sankara avait raison, mais il est mort. Patrice Lumumba avait raison, mais il est mort. Alors que chacun sache raison garder et que les gens puissent se parler. Et même si il y a des faux jeux, il y a des ceci, on peut faire la paix et on peut réconcilier les cœurs malgré cela. Pour en venir à la question, c'est justement cette situation qui est en train de créer ces troubles. Parce que, vous savez, il est important que les gens comprennent. Il y a une émission à laquelle j'étais invité ici, je n'ai pas eu le temps de venir, par rapport au fait que les pro-Gbagbo seraient derrière les attaques. Mais c'est de bonne guerre. Vous nous avez chassés du pays, on va vous troubler. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que le président Ouattara comprenne que tant que les pro-Gbagbo et bientôt les pro-Soro seront ignorés dans la gestion du pays, mais c'est normal. Il ne peut pas se taire. Moi, j'ai eu l'occasion ici à Cotonou d'habiter la même maison que les opposants militaires du Togo dans les années Eyadema. Et parce que le papa de Eugène Kouvari avait loué une maison ici, qu'il m'avait confiée. Et comme son enfant dirigeait l'opposition militaire, ils avaient voulu habiter la maison, donc ils sont venus habiter là. Mais je vais vous dire comment ça s'est passé. Les gens viennent, ils leur disent, on vous donne de l'argent pour attaquer un commissariat. Et on dit, ça fait 2 millions. Et ils paient les 2 millions et ils doivent attaquer un commissariat. Mais dans ceux qui ont payé les 2 millions, appellent tous les autres qui sont à l'extérieur pour leur dire, attendez, RFI, tel jour, vous allez apprendre qu'il y a eu une attaque. Et quand il y a l'attaque maintenant, ils appellent pour dire ça a coûté 20 millions, payez-nous notre argent. Voilà comment ça fonctionne. Donc, si le président Ouattara continue de bien gérer de son côté, en ignorant une partie des Ivoiriens, en ignorant une partie des pro-Gbagbo, des ceci, il y aura toujours des troubles. Il faut qu'en Afrique, nous apprenons à faire des gentleman agreements, que nous puissions nous surpasser et nous dire, au-delà de nos raisons, il y a les raisons des autres. Et ce n'est pas parce que j'ai raison que les autres ont tort. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau du débat. Voilà, le procureur d'Abidjan a fait une sortie, une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre le chef du protocole de Guillaume Soro pour complot contre l'autorité de l'État. C'est ce qu'a déclaré Richard Christophe Adou. Nous allons suivre à travers cet élément préparé par la rédaction de SICA un extrait de sa déclaration. Le chef du protocole de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a été inculpé de complot et écroué lundi après son audition dans une affaire sensible de découverte d'une cache d'armes. Souleymane Kamaraté Koné, dit Soul to Soul, a été interpellé et une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui pour complot contre l'autorité de l'État. Il ressort des éléments de l'enquête que la détention et la dissimulation de ces armes de guerre de manière illégale et ensuite leur mise à disposition visait la déstabilisation de l'État. Dans le cadre de ces enquêtes, plusieurs personnes, dont M. Koné Kamaraté Souleymane, ont été entendues. Selon le procureur d'Abidjan, les enquêtes ont permis d'établir que la villa de Boaké, dans laquelle une cache d'armes avait été découverte au mois de mai dernier, est une propriété de Souleymane Kamaraté Koné. Cette cache d'armes a été découverte après la mutinerie d'anciens rebelles intégrés à l'armée qui ont secoué la Côte d'Ivoire et ébranlé le pouvoir en janvier et en mai 2017. Selon le parquet, elle contenait plus de 6 tonnes de diverses armes de guerre neuves et des munitions. Guillaume Soro, qui séjourne hors du pays, a apporté son soutien à la famille de son collaborateur et espère que la justice ivoirienne fera librement son travail. Mais Tiafa, comment a-t-on pu cacher jusqu'à 6 tonnes d'armes dans une résidence privée? Je ne sais pas. Cela étonnerait tout le monde. Une résidence privée qui n'est pas un camp militaire et qui ne garde que des armes de guerre, c'est-à-dire des armes à canon rayé qui disposent d'une portée extrêmement éloignée. Mitrailleuses lourdes, fusils d'assaut AK-47,
bombes, mortiers. Ce sont les propos du procureur. C'est essentiellement des armes de guerre. Alors, ce qui a été retrouvé, on aurait bien nous montrer cela, ce serait édifiant. Et ensuite, nous apporter également les preuves que tout cela a été retrouvé au domicile du sieur Koné. Ce sont quand même des éléments importants. Il a été écouté. Est-ce que c'était une audience publique? Je ne sais pas. Une audition, plutôt. Est-ce que c'était une... Bon, l'audition n'a jamais été publique, puisque l'audition, à cette phase encore, ce n'est pas encore le procès. Du tout. OK. Bon, maintenant, de quel type de procès bénéficiera-t-il? On ne sait pas, mais il doit en avoir, logiquement. Qu'est-ce que sa défense présentera pour le défendre? On ne sait pas. Comme je dis, ce dossier est une nébuleuse. Et, en définitive, une question doit être posée. Est-ce réellement lui la cible ou bien il y a une autre cible ailleurs? Il y a en stratégie militaire ce qu'on appelle cible superposée. C'est-à-dire, on met les cibles, on les accole les unes aux autres du début jusqu'à la fin et on sait que lorsqu'on tira, la cible réelle est la dernière, placée donc en dernière position. Je dis qu'il faut savoir manipuler aussi bien les actes, les paroles et même les pensées pour la paix en Côte d'Ivoire. Patrick Armand-Pouillon, je vais peut-être vous reposer la même question. On est dans un pays où on a signé des accords qui disent clairement que tout le monde doit retourner les armes parce qu'on sait qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire et que depuis l'installation du président Alassane Dramane Ouattara, on a réintégré une partie des ex-rebelles dans l'armée, d'autres ont été démobilisés, donc techniquement ils n'ont plus d'armes sur eux. Comment est-ce qu'on peut retrouver jusqu'à 6 tonnes d'armes dans une résidence privée et que le timing de cette découverte? Mais au fait, c'est normal. Ce qui s'est passé est certes grave, mais c'est normal. Mais vous voyez, des gens ont fait la guerre pendant des années. Et il y a eu des accords politiques. Et en politique, on connaît l'art de retournement des situations. Et vous voulez qu'ils ne prennent pas des dispositions pour que quand les situations vont se retourner, que ça puisse les permettre. Non, je crois que si on prend ce dossier et on prend un procureur qui n'est que magistrat et on dit de gérer là, on n'est pas en train de gérer ce dossier comme il faut. C'est un dossier éminemment politique, il n'est pas juridique. Il n'est pas juridique. Et c'est des occasions qui permettent au président Ouattara et à tout le monde de comprendre que on ne peut pas construire en refusant de regarder la réalité en face. Vous avez entendu le chef d'état-major de l'époque, le général Mangou, devant la Cour pénale internationale. Il dit, mes soldats n'ont pas de cartouches, mes soldats n'ont pas de fusil, mais la présidence est militarisée. La présidence a des armes en pagaille. Où sont passées ces armes? Personne ne sait. Et de l'autre côté, les forces nouvelles ont combattu la présidence. Avec quelle arme? Puisque si les autres sont superbement armés, et on sait qu'en matière de guerre, si vous n'êtes pas armé, vous pouvez être formé n'importe comment, vous ne pouvez rien. Donc, on est en train de se refuser de voir la réalité en face. Le problème aujourd'hui, c'est de voir comment prendre des dispositions pour sortir à jamais de ce genre de situation. Et cela demande qu'on discute avec tout le monde. Nous aurons l'occasion d'en parler, mais il faut discuter avec tout le monde. Et surtout éviter la médiation qui va venir de l'extérieur. Parce que quand la médiation vient de l'extérieur, on ne finit jamais la crise. C'est une médiation qui dure tout le temps. Les Nations Unies n'ont jamais réglé une crise. Ça, je le répète tout le temps. Ils n'ont jamais réglé une crise. Il ne faut que perdurer les crises. Donc, bref, il est important que les Ivoiriens, et le premier des Ivoiriens, le président Ouattara, comprennent que si on doit dire justice, 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 on ne sort pas de la crise ivoirienne. Il faut se parler, il faut se dire la vérité et il ne faut pas nier les réalités parce que ces armes ont servi à Alassane Ouattara à un moment donné. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, on puisse se plaindre du fait que ces armes sont disponibles. Parce que quand Guillaume Soro a été obligé de servir l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir, on ne s'est pas plaint du fait qu'illégalement, on avait amené des armes dans le pays. Donc je crois que nous devons dépasser les considérations juridiques et se parler et ne pas nier la réalité parce que ce genre de situation ivoirienne prédispose à ce genre de situation. Voilà. Un petit bémol dans le propos du coach du Pognon. Bon, je suis d'accord pour
2 aspects de sa déclaration, excepté l'aspect selon lequel c'est normal que l'on retrouve des armes dans tous les pays de la planète. Nulle part, on ne vous dira que c'est normal qu'on retrouve 6 tonnes d'armes dans une résidence privée. Les armes sont parquées au camp et sous la coupole du ministère de la Défense, qui est l'institution la mieux habilitée à pouvoir les gérer. Toutefois, lorsque vous n'êtes pas d'accord pour la gestion du pouvoir et que nous sommes dans un système démocratique, vous avez plutôt à préparer votre ascension au pouvoir par des stratégies politiques et non pas par des armes. C'est-à-dire, si vous prenez des armes et vous voulez en faire usage, que vous ayez déjà fait usage ou non, et que l'on retrouve ces armes-là sur vous, vous êtes traité comme ennemi du pays. Donc, il y a une limite, il y a un Rubicon qu'il ne faut pas franchir. C'est vrai, c'est le président Ouattara qui gère la Côte d'Ivoire, je dirais le président Ouattara et les siens. C'est vrai qu'ils sont une frange importante à être laissés sur le carreau en Côte d'Ivoire. C'est vrai que les autres sont en train de faire la pluie et le beau temps. Mais cela ne justifie nullement le fait que l'on pack des armes de guerre avec des munitions déjà garnies, donc prêtes à être utilisées. C'est ce qui a été dit. Tout à fait. Si c'est vrai, c'est extrêmement dangereux. Dans aucune planète et dans aucun pays, cela ne peut être accepté. Vous pouvez faire des réunions, vous pouvez élaborer des stratégies, vous pouvez préparer vos militants à faire une campagne spécifique pour obtenir le pouvoir parce que les autres vous ont exclu. Mais vous ne pouvez pas prendre des armes, vous ne pouvez pas préparer une guerre, ce ne sera recevable nulle part. Mais c'est très fondé que ce n'est nullement un dossier judiciaire, mais un dossier politique. Oui, mais le monsieur Aimé Chefal le dit, mais il ne le traite pas comme un dossier politique, il le traite comme un dossier judiciaire. C'est ça le problème. C'est-à-dire que nous sommes en Côte d'Ivoire, un pays qui sort de guerre, avec des chefs de guerre en griffe qui sont encore là. Et vous voulez que des chefs de guerre puissent se laisser nus afin qu'on dispose d'eux comme on veut. Voilà, c'est la réalité. Tant que... Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Tout le monde a salué Nelson Mandela. Quand Nelson Mandela est mort, tous les chefs d'État du monde ont arrêté leur agenda pour aller en Afrique du Sud. Mais personne ne veut suivre le chemin de Nelson Mandela. C'est ça le problème. Nelson Mandela dit, on dit, monsieur le président, pourquoi vous donnez de la considération à des gens qui ont tué les vôtres, qui ont tenté de vous tuer? Il dit, parce qu'ils ont toujours les armes. Si je ne les traite pas bien, ils vont me tuer. Mais ça, c'est disponible hein, sur les images, sur les vidéos. On sait quand Nelson Mandela a dit ça. Mais aujourd'hui, voyez la Côte d'Ivoire, voyez, je ne vais pas citer d'autres pays parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Voyez un peu partout, l'intolérance, on ne veut pas l'autre. On a raison, l'autre a tort. Alors que Nelson Mandela n'a pas fait ça. Il dit... Oui, coach, on est d'accord sur ce point. Voilà, il dit raison. Le jour où... Est-ce que c'est normal? Non, j'ai commencé pas à dire que c'est grave. J'ai commencé pas à dire que c'est grave. Donc nous disons la Maintenant, c'est grave seulement... Si on dit c'est grave et on se tait... Donc, quand c'est grave et c'est pas normal. Quand on dit c'est grave et c'est pas normal... Et on se tait à ce niveau-là, on est en train d'encourager la stratégie actuelle qui consiste à oublier les autres et avancer. Non, il faut réintégrer tout le monde dans le dispositif pour que Nelson Mandela ait un exemple. Je voudrais inviter tous les hommes d'État qui nous écoutent à suivre le film Invictus de Nelson Mandela. Ils n'ont qu'à suivre ce film et voir comment on gouverne un pays pour l'amener ensemble. Vous voyez, quand l'Afrique du Sud a gagné la Coupe du Monde de rugby, venez voir. Personne de même couleur de peau que vous et moi, parce que moi je ne dis jamais que quelqu'un est noir, personne n'est noir. Si vous regardez la couleur, les gens qui ont la même couleur de peau que vous et moi, et les autres qui ont la peau claire, se jeter les uns dans les autres, dans les bras les uns dans les autres, pour que ça puisse gagner, je crois que pour qu'on puisse avoir la victoire, c'est fort. Quand vous prenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire joue, les Gbagbo disent, si on prend la CAN maintenant, on va dire que c'est sous Ouattara. Donc, on ne doit pas prendre. Vous voyez, on est encore à exactement les mêmes symptômes à la sortie de l'apartheid. Et nous ne voulons pas prendre le traitement de Nelson Mandela, nous prenons le traitement de « nous avons raison, les autres ont tort ». Nous avons raison, les autres ont tort. J'ai échangé hier avec une dame, elle est députée en Côte d'Ivoire. Elle était députée de RDR. Mais comme on ne l'a pas mis sur la liste, elle a été élue sur notre liste. Celle-là se réclame de Guillaume Soro. Mais elle a toujours été RDR. Vous voyez que nous sommes en train d'accroître la division en Côte d'Ivoire. Et c'est un pays
où la puissance de la parole est très forte. Alors quand vous excluez quelqu'un, même s'il n'a pas les armes, avec sa parole, il peut faire très mal. Je préfère qu'il utilise la parole plutôt que les armes. Mais Tchefa, Souleymane Kamagaté connaît, on le sait, chef du protocole, les collaborateurs de confiance de longue date de Guillaume Kiba-Fori Solo. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des éléments qui pourraient lier le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à cette affaire? Je ne sais pas, mais j'ai posé une question à savoir. Est-ce monsieur connaît la vraie cible? Je ne sais pas. Je m'interroge. Parce que tout le monde connaît sa proximité de très vieille date. Tout à fait. Avec le président Guillaume Soro. Et je rappelle, il n'est pas militaire, c'est un civil. Il a d'ailleurs fait la prison déjà en Côte d'Ivoire pour le compte de l'équipe actuelle au régime. Il faut appeler Chacha Chien. C'est un civil. D'accord. Alors, ça peut dire en fait que lorsqu'un problème se pose, il ne faut pas saupoudrer dans la résolution. Il ne faut pas faire semblant d'avoir apporté des solutions. Il faut vraiment s'asseoir et discuter. Et il n'y a rien de plus fragile que le pouvoir politique. C'est-à-dire c'est le seul pouvoir qui, effectivement, est limité dans le temps. Soit vous le rendez, ou on vous oblige à le rendre, ou alors vous mourrez au pouvoir. Alors, pourquoi ne pas réunir les différents acteurs et discuter autour de la gestion de ce pouvoir-là? En fait, c'est ce que le coach Pognon est en train de dire. Il y a une sociologie du pouvoir qu'il faut faire en Afrique. En Afrique, nous n'avons de richesse qu'à travers nos pouvoirs. Combien d'Africains ont une entreprise qui prospère réellement, qui est générationnelle et qui se transmet donc de génération en génération, de sorte que l'on ne regarde nullement le politique pour pouvoir vivre. Regardez même nos hommes d'affaires. Ils sont toujours dans les pantalons des politiques pour pouvoir sécuriser leurs affaires. Alors, la richesse dont nous disposons en Afrique, pour la paix, pour le développement, pour la stabilité, pour la croissance économique, c'est le pouvoir. Alors, dans un environnement où le pouvoir est perçu comme l'unique facteur d'omnipotence, lorsque vous le prenez, vous ne pouvez que le partager. Et le partager signifie ne laisser aucun groupe ethnique sur le carreau. Ne laisser aucune catégorie d'acteurs sur le carreau. Il faut faire une politique purement inclusive et faire en sorte que chaque groupe d'acteurs puisse avoir une parcelle de pouvoir à exercer. De sorte que c'est plutôt avec cela que vous les fidélisez. Et c'est normal que chez nous ici, on cherche à rechercher, à voir la provenance socio-linguistique et socio-ethnique des membres du gouvernement pour se rendre compte que d'une manière ou d'une autre, tout le monde a été pris en compte, qu'on s'intéresse à l'origine ethnique des directeurs généraux, de tel ou tel responsable sociopolitique ou politico-administratif, pour s'assurer que le pouvoir a été réellement partagé en parcelles et en quartiers. Si quelqu'un est africain et n'a pas compris ça, ce n'est pas ici que nous allons le lui expliquer. Et je ne dirais pas que c'est normal que l'on retrouve des armes de guerre garnies en munitions dans des domiciles, mais c'est normal qu'il doit se préparer à essuyer des affronts et à ne jamais être en paix lui aussi, car celui qui pense que c'est lui qui a le droit d'être en paix et que les autres ne l'ont pas, en définitive, il n'est pas en paix. Et vous constatez, comme moi, que la Côte d'Ivoire, depuis 2001, est en paix armée et que suffisamment le chef de l'État, sans antiballes et sans rien, ne pourrait se rendre partout en Côte d'Ivoire, se sentant chez lui, mangeant avec les populations et se sentant très à l'aise. Parce qu'en définitive, lorsque les acteurs politiques ont le dos au mur et que le crépuscule tombe sur leur tête, ils retournent chez eux. Chez eux, c'est où? C'est cette terre qui les a vus naître, les a bercés et les a nourris. Et c'est pour ça que cela doit être entretenu. Ce n'est pas ici que ces cours d'anthropologie et de sociologie politique devraient être donnés à des dirigeants africains. Voilà, votre avis il est clair. Patrick Armand-Pouillon, Moussa Touré, le porte-parole de Guillaume Soro, s'est prononcé. La teneur de ses propos, je voudrais votre avis là-dessus. Je vais le citer mot pour mot. Sol Toussoul l'a dit, il n'est pas le propriétaire de ses armes, il ne les a pas acquises, il ne les a pas gérées. Sa maison a juste servi de lieu d'entreposage pour l'ensemble des forces républicaines de Côte d'Ivoire
qui, sur ordre du président Alassane Ouattara, ont lancé l'assaut pour déloger Laurent Gbagbo du pouvoir. Ces armes n'ont donc pas été acquises par Sultu Sul. Il n'en a pas les moyens. Oui, tout est dit. Non, tout est dit. C'est pourquoi il faut régler le problème politiquement. Non, coach, moi, je n'ai pas bien compris. Comment les armes sont internes? Non, il dit en période de crise. On m'a demandé d'entreposer les armes. Oui, ça fait et j'ai entreposé les armes qui ont servi à prendre le pouvoir pour le président actuel. Mais le reste est resté là-bas. C'est ça qu'il a en train de dire? Oui, coach, ça fait combien d'années là? Non, c'est... Ah non, ça fait combien d'années? Et moi, je ne peux pas rester ici maintenant. Non, les choses ne sont pas aussi simples. Moi, je ne peux pas rester ici maintenant. C'est pourquoi je vous ai dit, ne faut pas tout étaler ici. Vous savez, quand je parle sur les plateaux, les gens parlent, mais ils ne savent pas mon parcours. Ils ne savent pas les postes que j'ai occupés auprès d'armées ici, de ceci et cela. Je vous dis, cette affaire-là, que le président mette la balle à terre. La Côte d'Ivoire a besoin d'assises nationales pour se parler. C'est-à-dire que, mais préparer pour que chacun ne vienne pas avec des positions tranchées. Mais je vous dis, ce qu'il dit là est clair. Je vous dis, vous ne pouvez pas traiter la situation ivoirienne hors de la crise ivoirienne. La Côte d'Ivoire, après crise, Alassane Ouattara a été directeur adjoint du Fonds monétaire international. Il a géré des pays sortis de crise en tant que représentant du Fonds. Il sait que ça ne se gère pas de la même manière. Il faut que nous gérons la Côte d'Ivoire comme un pays sorti de crise. Et si nous gérons comme ça, nous allons éviter ce genre de problème. Je vous dis, les Africains veulent toujours faire une justice après coup. Vous allez en Centrafrique, le problème de la Centrafrique, c'est cette justice qu'on est en train de faire alors que les gens ont encore les armes en main. C'est-à-dire que moi je ne comprends pas. Vous voulez dire que vous allez juger des gens qui ont les armes en main et vous voulez qu'ils déposent les armes. Je ne sais pas pourquoi on réfléchit comme ça. Coach, à en croire, supposons que ce qui est là est vrai. Quelle conclusion moi je peux tirer? La conclusion que je peux tirer, c'est-à-dire, je me résume, parce que c'est important qu'on comprenne, il ne faut pas trop voiler le langage. Des déclarations de Kamagate Kone, c'est qu'au moment où tout allait bien avec le président Ouattara, ce domicile était le lieu où, ensemble avec lui, il parquait des armes. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Bon, c'est pour ça que je vous dis. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis. Non, il faut faire attention. Bon, ok, on va encore relire. Le président nous a demandé d'intervenir pour l'aider à prendre le pouvoir. Quel président? Alassane Ouattara. Ok. Et dans le cadre de cette opération, mon domicile servait d'entreposage. Ce n'est pas que le président est informé. Lorsque tu appelles un chef de... Lorsque tu appelles un chef de... Non, s'il était au courant, ils allaient vider ça depuis. D'accord. C'est-à-dire que lorsque tu appelles un chef de guerre pour dire de venir t'aider dans une situation... À prendre le pouvoir. À prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas toi qui vas demander, dire au chef de guerre là où il va entreposer ses armes. D'accord. Donc... Alors, et pourquoi maintenant le président, je suppose anti-griffe, lui en veut? Dans le raisonnement du président, si tu permets, je vais dire ça, on va passer. Dans le raisonnement du président, c'est qu'à partir du moment où la crise militaire est terminée, tout le monde doit parler et sortir les armes. Et tu as analysé ça toi-même. Tu as dit, un chef de guerre reste un chef de guerre. À partir de cet instant, il ne va pas te donner tous les éléments que lui a pour que tu fasses de lui ce que tu veux. Mais il faut garder 6 tonnes. Non, pas garder. Je ne suis pas en train d'encourager ça. Mais je dis, si nous condamnons seulement la détention des armes, sans demander au président de faire en sorte qu'il n'y ait plus de détention des armes, nous allons prêcher dans le désert. Donc moi, je n'ai pas l'habitude de prêcher dans le désert. J'ai l'habitude de travailler par secte d'influence. Aujourd'hui, celui qui a le pouvoir pour faire en sorte que la paix arrive en Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Bien entendu. Voilà. Pour toujours Moussa Touré, on va finir avec vous, Aimé Tchefa, sur ce dossier évolué. À travers Sultu Sul, les autorités ivoiriennes veulent atteindre Guillaume Soro pour le décrédibiliser avant la présidentielle de 2020. Guillaume Soro est un acteur politique redoutable. Et lui-même sait que d'une manière ou d'une autre, il aura des embûches et des entraves. Et il sait que
de sa longue, bonne et riche collaboration avec tel ou tel autre camp, parce qu'il ne faut pas perdre cela de vue. Et si vous analysez, depuis la période de crise jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un qui a été mi-figue ou mi-raisin, ayant aussi bien côtoyé le bloc Gbagbo que le bloc Ouattara, qui sont les blocs les plus antagonistes et les plus divergents, c'est lui. C'est bien sûr le président Guillaume Soro. Ça, tout le monde l'a suivi et vous le savez. Alors, lorsque vous êtes allé jusqu'à ce niveau-là, dans des compromis et des compromissions politiques, vous devez vous attendre à tout. Vous devez vous préparer à toute éventualité. En quoi, bro, l'arène politique est la seule arène où, lorsque vous avez été taclé, que vous êtes au sol, aucun soigneur ne vient vous soigner. C'est pas moi qui le dis, je cite les propos de Bro, pas in extenso. Ça veut dire c'est une arène où il n'y a pas de pitié. C'est comme une arène de gladiateurs. Le président Guillaume Soro le sait, et il le sait même mieux que quiconque. Alors, ce n'est pas pour rien que tout de suite, son camp aussi s'empresse de faire une déclaration. Regardez les teneurs des propos de Moussa. Ce sont des propos suffisamment sérieux. À la limite, ce sont des menaces. Vous nous tapez dessus, nous serons obligés de faire des déballages. Et dans les déballages que nous ferons, la paix serait compromise. Soit vous nous donnez la paix et notre collaboration continue, ou alors nous allons sortir tout ce que nous avons, les armes que vous avez déjà trouvées, il y a d'autres armes, la parole du verbe. Donc nous allons sortir et faire des déclarations, puisque dans tous les cas, ils sont dans un processus juridico-démocratique. Donc il y aura un procès. Et à ce procès, il y aura des témoins à charge, il y aura des déballages qui se feront. Et c'est pour ça que je rejoins le Poch Koyon en disant que le président Ouattara doit savoir négocier avec ces gens-là pour que beaucoup de choses ne sautent pas au dehors. Parce qu'on sait aussi comment chacun est venu. Hein, voilà. Ça, on le sait. Patrick Armand-Pouillon, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un plan ourdi pour éliminer un acteur politique majeur. On sait qu'il y a eu des réajustements au sein de l'appareil d'État. On sait que depuis mai, juin, juillet, par là, il n'y a plus de cadre économique ou politique très proche du giron du président de l'Assemblée nationale. On voit avec cette affaire de cache d'armes aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train d'ébranler quelqu'un qui, quand même, n'a pas manqué de fidélité au camp présidentiel. Au fait, je crois que M. Chifa a eu l'occasion de dire sur ce plateau que trouver 6 tonnes d'armes, c'est grave. Donc, à partir de cet instant, on peut aussi prêter la bonne foi à ceux qui sont en train de diligenter cette enquête. Seulement sur ce plateau, j'ai dit à Guillaume Soro qu'il a intérêt en ce moment à se calmer. Et vous avez constaté que depuis ce temps, il n'y a eu aucune initiative de Guillaume Soro. On n'a pas dit quelque chose que ça s'est passé, c'est lui. Mais il ne faut pas le chercher aussi. Il ne faut pas le chercher. Il a cité Bro tout à l'heure. Bro disait que quand vous tombez, personne ne vient vous soigner. Mais Bro a oublié de dire qu'en réalité, il y a là de retournement de situation en politique et en stratégie. Il a dit, il a dit. Et à partir de cet instant, si on cherche Guillaume Soro, il devient victime. Et c'est à ce jeu que Guillaume Soro est dangereux. Et donc, je dis, encore une fois, calmons le jeu. Calmons le jeu parce que Guillaume Soro, qui est en train de créer les problèmes, n'est pas dangereux. Mais Guillaume Soro, victime, est sérieusement dangereux. Et n'oubliez pas que Guillaume Soro a réussi à rouler Laurent Gbagbo, qui est très fort, un grand boulanger. Guillaume Soro a réussi à rouler Laurent Gbagbo en farine. Donc si Guillaume Soro a été plus fort que Laurent Gbagbo pour le rouler en farine, alors il faut faire très attention, il ne faut pas le chercher. Comme je l'ai dit ici, Guillaume Soro a intérêt à ne pas chercher le pouvoir, mais le pouvoir a intérêt à ne pas chercher Guillaume Soro. Voilà. Est-ce que cette affaire est liée à l'autre affaire Stéphane Kripé, Damana Picasse, des proches de Laurent Gbagbo, qui aussi ont été accusés il y a quelques mois d'atteinte à la sûreté de l'État? Aujourd'hui, on a l'impression que le régime est pris en porte-à-faux. Qui en veut autant au régime, aussi bien de l'intérieur, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dénier à Guillaume Kibafouri Soro le titre de militant RDR. Il est un élu RDR, élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sur proposition du RDR. Donc aujourd'hui, l'appartenance au RDR ou à la famille présidentielle de Guillaume Soro ne se discute pas.
Mais aujourd'hui, son proche, un de ses fidèles collaborateurs, est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Pareil pour des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les coups viennent de partout, ou bien c'est le régime même qui est en train d'orchestrer quelque chose pour éliminer de potentiels adversaires. Parce que, il ne faut pas l'oublier, Metiefa, on a l'impression que ce qui cristallise l'attention, eh ben, c'est l'après, c'est-à-dire la présidentielle prochaine. Oui, vous venez de faire, et très bien, ce qu'on appelle en sociologie politique la dynamique du pouvoir politique. Regardez comment vous avez réussi à déplacer les acteurs, à montrer comment les graphes se forment au regard des intérêts et des enjeux de l'heure. Toutefois, je crois que aujourd'hui, on ne peut pas penser tout de suite, en l'état des faits, à une éventuelle alliance tout de suite entre le bloc Gbagbo et le bloc Soro. Tout de suite, aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'il y ait suffisamment de liens forts ou que les deux faits de cache d'âme seraient suffisamment corrélés. Je ne crois pas. En gardant maintenant une fine marge à ce qu'il n'y a pas de coïncidence, tout est lié. Mais je ne crois pas que ces deux faits soient suffisamment liés. Ben, je crois qu'au-delà de tout, ce qui est suffisamment important, c'est le fait que qu'est-ce que le bloc du président Ouattara, ayant encore, ou bien étant encore au pouvoir, est en train de prévoir pour la suite, qui, sans doute, est perçu dans le rétroviseur pour le remplacer, et comment le jeu des acteurs à ce niveau-là est fait. Qui doit-on littéralement atomiser? À qui doit-on faire le lit? Qui sont ceux qui seront positionnés comme des adjuvants? Et puis, il y a d'autres acteurs, qui sont des acteurs extérieurs, mais jouant un rôle suffisamment ou éminemment important. Et si vous vous mettez à construire la grille des acteurs, valuer et tout, vous verrez que c'est suffisamment dense et qu'on a une pluralité d'acteurs où chacun a forcément un rôle à jouer pour nourrir le système. Et ce n'est pas quelqu'un comme Guillaume Soro qui ne comprendrait pas cela, puisque je vous ai dit, d'une manière ou d'une autre, il s'est retrouvé dans une position à collaborer à des moments différents avec le bloc Gbagbo et le bloc Ouattara. Quand vous faites le point aujourd'hui, il y a trois grands blocs qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce qu'une mauvaise analyse ou une analyse superficielle, donc n'étant pas en profondeur, pourrait nous amener à croire qu'il y en a plus. Non. Il y a trois grandes positions et les acteurs s'alignent par rapport à ces trois positions. Vous avez le président Ouattara qui est au pouvoir aujourd'hui, le président Gbagbo qui a fini et qui a la haine et qui est l'opposant direct à celui-ci au regard de leur histoire et du passé. Et vous avez le président Guillaume Soro qui est au milieu, qui est au beau milieu. Si vous pensez qu'il est RDR et que c'est fini, les faits qui suivront dans le futur vous prouveront encore qu'il est au milieu. Et au fur et à mesure qu'on aura à se rapprocher de la date fatidique du scrutin, il aura à rejoindre l'un ou l'autre des deux camps ou à s'affirmer d'emblée comme une position. Et de ce point de vue, le jeu politique sera très intéressant. Bien malin, qui vous dira qui pourra gagner. Voilà. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a d'excellents chiffres sur le plan économique. Et que doit-on faire pour que la seule option reste et demeure la Côte d'Ivoire et non tel ou tel clan? D'abord, la première chose, il faut dire qu'on est en train de penser que ce qui se passe aujourd'hui est lié aux élections présidentielles à venir. C'était le cas. Ce n'est plus le cas. C'est lié aujourd'hui à la survie. La survie politique de Guillaume Soro est en danger. Et là, ça change les données. Il ne s'agit plus d'élections. Il ne s'agit plus de dire que Guillaume Soro doit se calmer. Il ne s'agit plus de dire qu'on ne peut pas se calmer et mourir. On ne peut pas se calmer et se suicider. Donc, nous sommes ici en cas de survie politique de Guillaume Soro. Nous sommes en cas de suivi politique de Laurent Gbagbo et son camp. À partir de cet instant, nous ne sommes plus en train de parler présidentiel, nous sommes en train de parler de troubles à tout moment. Donc, tout à l'heure, la question a été posée de savoir est-ce que les faits sont liés. Bon, les faits sont liés quelque part, puisque il y a c'est-à-dire chacun doit survivre et chacun utilise ce qu'il peut pour survivre. Donc, à partir de cet instant, parce que vous savez, je ne serais pas ici sur ce plateau en train d'inviter le président Ouattara à tendre la main et à faire des assises nationales s'il n'y avait pas eu ces événements. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou non,
tant que les gens n'ont plus aucun moyen de s'exprimer, ils vont passer par des faits comme ça. Et nous devons faire en sorte que, comme en Europe, comme aux États-Unis, les gens aient toujours d'autres moyens de s'exprimer. Mais si le gouvernement fait en sorte qu'il n'y a plus d'autres moyens de s'exprimer, ça aboutit à ça. Alors comment faire en sorte que Alassane Ouattara, le travail impressionnant qu'il a fait sur le plan économique, les qualités d'homme d'État qu'il a ne puisse pas s'enniler en allant simplement à l'école de Nelson Mandela. Nous avons une opportunité historique de faire en Côte d'Ivoire quelque chose de plus extraordinaire, parce que lui pense même à sa succession, ce que Nelson n'a pas réglé et qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud est dans cette situation. Nous avons une opportunité historique de mettre la Côte d'Ivoire en orbite de développement. Mais ça ne peut pas se faire en ignorant les autres. Je voudrais donc inviter le président Alassane Ouattara à prendre son avion et aller rencontrer le président Gbagbo sans aucun témoin. Les deux connaissent ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tout le reste n'est que rumeur. Ils savent. Laurent Gbagbo sait ce qu'il a fait. Alassane Ouattara sait ce qu'il a fait. Ils n'ont qu'à se parler et se donner la main. Ces deux hommes peuvent sauver la Côte d'Ivoire. Et quand c'est réglé comme ça, qu'on fasse des assises nationales, qu'on permette à tout le monde de venir s'exprimer et qu'on prenne des résolutions pour sortir la Côte d'Ivoire de là. En tout cas, si c'est dans ce schéma, nous on est prêts à accompagner. Mais si c'est pour un camp contre un autre, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Comment définitivement tourner dos aux soucis sécuritaires? Quelles sont vos approches de solutions et métiers? Faire rapidement. Il faut mettre en œuvre une politique inclusive. Il ne faut pas être sur ses gardes, sur le qui-vive tout le temps. Il ne faut pas être hanté par les faits antérieurs. Je vous disais, est-ce que le président Ouattara aujourd'hui peut aller n'importe où sans antiballe, se sentir suffisamment à l'aise parce qu'il est chez lui, parce qu'il est dans sa République? Je crois que non. Alors, et tant qu'il n'en arrive pas là, ça veut dire qu'il y a des problèmes qui restent. Il y a des gènes qui n'ont pas encore été évacués ou suffisamment extirpés. Comment cela peut-il se faire? C'est lui qui est aujourd'hui en position de force, parce que c'est lui, président de la République. Et c'est là où je rejoins entièrement la position du coach Poyon, et apporter ou renchérir ou apporter une nuance en disant ne pas oublier également Guillaume Soro. Parce que lui, il est allé avec les deux à des moments différents et assure fait le jeu de sorte qu'il puisse toujours se tirer d'affaire. Et ce qui arrive aujourd'hui montre que d'une manière ou d'une autre, il est craint. Parce qu'on sait très bien que Kamagaté Koné n'a pas les moyens d'acheter ses armes. Il n'en a pas les moyens. Une seule lance-roquette, allez vous renseigner sur combien ça coûte. Ce sont des armes de guerre suffisamment coûteuses. Alors, ça vient d'où? Ils ont commencé par parler. Ils parleront mieux à un procès. Des gens viendront écouter. Mais à un moment donné, ils vont commencer par se poser des questions. Et le pouvoir politique, vous ne pouvez jamais dire jusqu'à quand vous l'avez et jusqu'à quand vous ne l'aurez plus. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux discuter avec tout le monde, écouter tout le monde, faire des concessions et garder l'essentiel. En politique, quand vous êtes dirigeant, surtout en Afrique, vous gardez l'essentiel. Regardez comment le président Kérékou avait géré ce pays. Il avait gardé l'essentiel qui était le pouvoir, mais l'économie, tout ce qui était structuré, les affaires, il savait les distribuer, les postes dans l'administration, il savait faire ces genres de concessions, parfois au détriment de son groupe ethnique. Je dis bien parfois au détriment de son groupe ethnique. Il leur expliquait, nous sommes déjà au pouvoir. Pour ne pas frustrer les autres, donnons-leur ci, donnons-leur ça. Si nous n'avons pas suffisamment cette hauteur d'esprit, de voir les choses de cette façon-là, c'est que tôt ou tard, parce que le tout ne suffit pas de faire votre temps au pouvoir. Et quand vous quittez après, des faits antérieurs peuvent toujours venir. Vous ne pouvez pas savoir d'où ils viendront. C'est pour cette raison qu'il vaudrait mieux associer tout le monde et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de ronchonnement et de chuchotement. Voilà, Patrick Armand Poyon propose que le président Alassane Ouattara associe le président Laurent Gbagbo pour que la Côte d'Ivoire puisse en sortir grandi. Et Métiefa recommande que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigba-Fourissoro, soit aussi associé parce qu'il a eu à collaborer avec tous les deux à différents moments de l'histoire politique
de la Côte d'Ivoire. Ce sera tout pour ce débat. Merci de nous avoir suivis et été sur ce plateau. Vous l'avez compris, Patrick Armand-Pouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à lui, MTFA, sociologue, expert en stratégie de développement. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt sur Angle de Vue, votre émission qui vous permet le décryptage de l'actualité sur le continent africain.